Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Rurale, podcast qui donne la parole à ceux qui portent un engagement au cœur des territoires. Sur les 10 dernières années, la France a perdu un peu plus d'une ferme toutes les heures. Le nombre de fermes diminue, la part de la population active du secteur agricole aussi. C'est un mouvement qui semble inéluctable avec des exploitations de plus en plus grandes et qui adopte une approche industrielle de l'agriculture avec les problématiques que cela engendre, à la fois sur les sols, sur l'eau et sur la biodiversité. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Vincent Cros. Il est le cofondateur de la foncière Ferme en Vie. Avec ses associés, l'ambition de Vincent est de renverser cette logique. Il propose d'acheter des fermes et de les louer de manière longue à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer dans une démarche agroécologique. Bonne écoute. Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté ce temps d'échange ensemble. Donc toi, tu es le cofondateur de Ferme en Vie, une foncière qui est bien connue dans le milieu de l'agroécologie. Donc, ils rachètent des fermes pour les mettre en location longue durée pour des porteurs qui n'ont pas forcément les moyens financiers de s'installer et qui sont dans une démarche d'agroécologie. En guise d'introduction, je te propose de te présenter, de nous parler un petit peu de ton parcours et puis de revenir sur le principe de Ferme en Vie, de nous expliquer un petit peu cette aventure. Ouais, merci pour ton invitation. Donc je m'appelle Vincent Cros, je suis ingénieur de formation. J'ai bossé pendant quelques années dans la finance avant de quitter la Société Générale pour monter une première entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées. Entreprise que j'ai dirigée pendant 7 ans avant de la céder à une mutuelle il y a quelques années. Et suite à cette première aventure entrepreneuriale, j'avais envie de recréer une entreprise qui a un impact positif sur l'environnement, parce que j'ai eu une prise de conscience environnementale il y a quelques années et j'avais à cœur de faire quelque chose et d'agir dans un sens positif de ce point de vue-là. Je me suis intéressé à plein de sujets et assez vite je me suis focalisé sur l'agriculture qui pour moi fait face à de nombreux enjeux environnementaux. Parce que ça touche à la fois des problématiques de carbone, de biodiversité, d'eau dont on parle de plus en plus, également de pollution et d'érosion des sols. Et donc, je me suis intéressé à ça. J'ai rencontré plein de gens et puis j'ai rencontré mes associés avec qui on a essayé de réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire pour accélérer la transition agroécologique. De ces discussions est né Fermes en Vie il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Avec cette ambition commune qu'on avait, qui était d'accélérer cette transition agroécologique. Et donc Fermes en Vie, c'est quoi ? C'est une foncière qui permet de financer l'acquisition de fonciers agricoles, donc de fermes, pour permettre à des jeunes de s'installer sur des projets en agroécologie. Cette foncière, elle achète des fermes pour ensuite les mettre à disposition sous forme de location avec option d'achat à ces personnes-là, à ces personnes qui s'engagent sur une démarche agroécologique ambitieuse. Et cette foncière, elle est financée par de l'épargne citoyenne, donc par des particuliers qui participent, qui souhaitent donner du sens à leur épargne et qui investissent dans cette foncière pour permettre justement à ces jeunes de s'installer. Je vais commencer par une question hyper basique. Tu parles d'agroécologie. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur la différence entre l'agroécologie et puis un modèle de l'agriculture qu'on peut juger plus conventionnel ? Ouais, alors l'agroécologie, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas de label aujourd'hui qui définit ce que c'est que l'agroécologie. Une des façons de la définir, je trouve, c'est de dire que l'agroécologie, c'est essayer de produire de l'alimentation avec le moins d'impact possible sur l'environnement et l'usage le plus faible possible de ressources non renouvelables. Et après, dans l'agroécologie, on retrouve aujourd'hui plusieurs mouvances. L'agriculture bio, par exemple, qui est un label qui est, pour simplifier au maximum, le fait de ne pas utiliser des intrants chimiques, est un des pans de l'agroécologie. Aujourd'hui, on parle aussi de plus en plus d'agriculture de conservation des sols ou d'agriculture régénérative qui vise à améliorer la fertilité naturelle des sols. Donc il y a pas mal de pratiques autour de tout ça qui sont la couverture des sols, l'agroforesterie, et tout ça va un petit peu dans le même sens. L'idée de l'agroécologie, en fait, c'est d'essayer de regarder les choses de façon un peu plus écosystémique et de réfléchir globalement à comment on produit
et de réfléchir un petit peu aux différentes interactions et en essayant d'utiliser au maximum des processus naturels dans la production agricole. Voilà. Et donc également avec un fort enjeu de démocratisation, donc de l'accès à l'agriculture. Les fermes qui deviennent de plus en plus grandes en France, qui ont de plus en plus de mal à trouver des repreneurs quand l'agriculteur en place arrive à la retraite. L'idée de Fermes en Vie, c'est aussi de casser ça, d'ouvrir l'agriculture à un autre type de public, et puis à renouveler le modèle agricole en repartant finalement de techniques assez simples, en partant de plus petits aussi. Ouais, mais en fait, ce qu'on s'était dit au départ, donc nous, notre enjeu, c'était d'essayer d'accélérer cette transition. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient partir à la retraite, beaucoup d'agriculteurs qui partaient à la retraite en ce moment. Les chiffres, c'est à peu près 50% sur 10 ans. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'essayer d'aller accompagner les changements de pratiques de gens qui sont en place, on s'est dit, on va plutôt favoriser des installations plus vertueuses pour l'environnement. Et en s'intéressant à l'installation, on s'est rendu compte que 2 tiers des gens qui s'installent aujourd'hui, c'est des gens qui s'installent hors cadre familial, donc c'est des gens qui vont pas hériter des terres de leurs parents. Et, euh, et ces gens-là, ils sont, c'est soit des gens qui sont en reconversion, soit des gens qui ont fait une formation agricole et qui étaient salariés sur différentes fermes et qui veulent s'installer à leur propre compte. Ce qui lie un petit peu ces 2 types de personnes, c'est que c'est des gens qui avaient des difficultés à s'installer et à financer le foncier, parce que le foncier, ça coûte cher. Juste pour donner quelques chiffres, une ferme moyenne en France, c'est 70 hectares, et l'hectare est à 6 000 euros en moyenne. Donc ça fait un peu plus de 400 000 euros pour acheter des terres pour pouvoir s'installer sur la ferme moyenne. Et en plus à ça, il faut rajouter tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est matériel, équipement, etc. Donc c'est des montants qui sont assez importants et qui sont difficiles d'accès. Et donc voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est de permettre à ces gens de pouvoir s'installer. Et sur ces projets, il y a un petit peu de tout et des projets très variés. Euh, on demande à ce que ces projets suivent une charte agroécologique ambitieuse. Donc ça peut être tout type d'activité, mais souvent avec une diversification importante et des projets qui vont dans le sens de l'agroécologie tel que je le définissais tout à l'heure. Donc quand tu rachètes une ferme, est-ce que tu as un enjeu justement touche à ce côté régénératif, au sens où est-ce que tu cibles plutôt donc des fermes qui sont à la base en monoculture, plutôt des grands ensembles que derrière tu vas essayer de diviser, essayer de rendre la transition un petit peu plus accessible pour les porteurs qui vont s'installer. Alors ça dépend en fait. Donc dans certains cas, en effet, et au début, on s'était dit qu'on allait plutôt regarder des fermes qui étaient pas très avancées sur cette transition. Et donc on le fait de temps en temps, hein. Là récemment, on a acquis en début d'année une ferme de 190 hectares dans les Landes qui était en monoculture de maïs jusqu'à présent, tout à fait conventionnelle. Et donc on a un couple qui s'installe pour développer quelque chose de complètement différent et donc qui va fortement améliorer les impacts environnementaux. Mais de temps en temps, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un impact aussi en essayant de faire perdurer des méthodes sur certaines fermes. Un exemple là, c'est que c'est une ferme dont on est en train de finaliser l'acquisition dans la Creuse, où l'agriculteur qui part à la retraite avait développé des pratiques qui étaient vraiment chouettes. Il a diversifié sa production. Aujourd'hui, il est en polyculture élevage, donc il a divers types de céréales, de légumineuses qu'il cultive. Il a également quelques animaux qu'il utilise vraiment pour valoriser ces quelques prairies permanentes et puis les prairies temporaires dans les rotations de culture. Et et puis il a aussi un petit peu, il a des haies et des bois et il s'en sert pour chauffer un séchoir à grains, ce qui lui permet de sécher ses céréales directement grâce au bois qu'il a. Donc il y a vraiment un côté un peu économie circulaire aussi qui est hyper intéressant. Et en fait, c'est une ferme qui est assez grosse. Et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est que là, dans son exemple, on a un super exemple de ferme relativement grosse. On parle de 250 hectares, ce qui est assez gros quand même, mais super bien géré et avec une transition déjà bien implantée. Et en fait, c'était le problème, c'est qu'ils trouvaient pas repreneur qui était capable de reprendre cette activité
en essayant de continuer tel qu'il l'avait commencé, voire en améliorant les choses, parce qu'il y a certainement des choses un petit peu améliorées. Et donc, les seules personnes qui s'intéressaient à cette ferme, c'était des gens qui voulaient justement repartir sur des méthodes plus conventionnelles. Et donc, on l'a aidé à trouver des personnes qui avaient envie de reprendre l'activité telle qu'il l'avait démarrée. Et ça n'a pas été facile, mais on a trouvé 2 personnes qui vont s'installer là très prochainement parce qu'on va signer cette acquisition normalement la semaine prochaine. Et donc on se dit qu'on a aussi un rôle dans ces cas-là parce que ce serait dommage que de voir des fermes de ce type-là complètement disparaître ou en tout cas changer du tout au tout si elles sont pas reprises. Ouais, et puis t'as une dimension de passation aussi dans ces cas-là. Ouais, tout à fait. Et avec là pour le coup un cédant qui avait aussi très envie de d'accompagner la reprise. Et donc c'est encore ouais, c'est chouette. Et par rapport justement au côté agriculture conventionnelle qui est fait de lobbies qui sont assez forts, est-ce que avec Ferme Envie, tu t'inscris vraiment à contre-courant de ça ou tu parviens à avoir justement des dialogues avec les instances qui sont déjà en place? On essaye de parler avec tout le monde. Donc que ce soit dans l'écosystème de l'installation, les chambres d'agriculture, les associations paysannes sont très présentes pour accompagner les agriculteurs. Et nous, l'idée, c'est d'essayer de travailler avec les deux parce que on veut pas. Enfin, on pense qu'il faut pouvoir parler avec tout le monde si on veut aller vite sur cette transition. Et donc, on travaille très bien avec certaines chambres d'agriculture, très bien avec certaines associations paysannes. On travaille également avec les SAFER et l'idée c'est d'essayer de continuer à travailler avec toutes ces personnes-là et d'apporter quelque chose de complémentaire à ce qu'ils font sur le terrain, mais sans les prendre de front. Et c'est un peu pareil avec les syndicats parce que tu parlais de lobbyisme. Les syndicats, le syndicat majoritaire qui est la FNSEA, on essaye d'échanger avec eux également. On discute également avec d'autres syndicats comme la Confédération paysanne ou les jeunes agriculteurs. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec tout le monde, même si on n'a pas forcément des accords sur tout. Mais au moins, ça nous permet de développer l'activité et de permettre à des jeunes de pouvoir s'installer, quelles que soient leurs idées politiques mais en tout cas, tant que le projet d'un point de vue agroécologique nous semble intéressant et qui nous semble viable d'un point de vue économique, nous on a envie de l'accompagner et donc ça nous a amené à travailler justement avec ces différents acteurs sans trop de problèmes. Ok. Je parlais avec ma grand-mère il y a quelques semaines et on évoquait justement ce sujet de l'agriculture. Elle était agricultrice pendant 50 ans. Et en fait, entre les années 50 et 2000, et elle a suivi vraiment cette évolution d'un cadre de base qui était presque agroécologique à l'implant petit à petit des phytosanitaires parce que globalement, on poussait aussi à l'utilisation de ça. Et elle m'évoquait en fait ce côté un petit peu dissonance au moment où c'était implémenté. À se dire, mais c'est quand même étrange parce qu'il y a un déséquilibre qui intervient. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec Ferme en Vie, tu cherches à la fois un équilibre justement au niveau des sols, avec toutes les caractéristiques que tu évoquais tout à l'heure, à la fois la biodiversité, l'eau, et puis aussi développer un modèle qui économiquement est d'un côté viable, mais qui porte aussi une ambition un petit peu plus globale, une ambition sociétale, avec ce côté citoyen très fort. C'est vrai que les gens sont complètement déconnectés de la production alimentaire. Ils savent plus trop comment on produit un légume ou un bout de viande. Et ça fait partie des choses qu'on essaye de faire avec justement ce financement. Aujourd'hui, on utilise les citoyens plutôt comme des financiers pour permettre cette transition. Mais c'est vrai qu'on essaye également de communiquer avec eux et de leur faire prendre conscience des enjeux de la production alimentaire et de la production agricole. Et ça, on le fait en organisant des rencontres justement avec les agriculteurs dont on a permis l'installation, des rencontres soit via des webinaires en ligne, mais également sur le terrain. Et donc on a, par exemple récemment, là, on a organisé un petit festival sur une ferme
où on a pu faire se rencontrer des citoyens avec l'agriculteur qui s'était installé, et puis on en a profité pour faire un petit moment festif avec également un spectacle qui s'est joué sur la ferme. Et donc on considère que ça fait partie du rôle qu'on a, qui est d'essayer de rapprocher justement les citoyens du monde agricole. Ouais, essayer de comprendre un petit peu plus directement d'où vient ce qu'on trouve en supermarché Mm. ou chez les producteurs, comprendre le lien qu'il y a derrière, le lien avec la terre. Et justement, par rapport à cet aspect qui est lié à l'écologie et à l'environnement, tu as beaucoup utilisé le terme rapidement. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut aller vite sur le point de vue environnemental, d'autant plus sur le modèle agricole. C'est peut-être une question qui a pas de réponse, ou tu pourras dire les deux. Mais pour toi, donc qui touche à la fois au côté citoyen et au côté agriculteur, donc au côté producteur et au côté consommateur, tu es plutôt optimiste sur quel volet, justement, pour effectuer une transition rapide? Ouais, moi, je pense qu'il faut que ça vienne des deux, et même je rajouterais un troisième pan qui est le pan réglementaire ou normatif. Si on veut justement que ça aille rapidement, parce que c'est un terme que j'utilise beaucoup, il faut que ça vienne de tous les côtés. Parce qu'on voit, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les gens qui s'installent, il y a de plus en plus de gens enfin, de porteurs de projets qui cherchent justement à s'installer sur des pratiques plus vertueuses à la fois pour l'environnement, pour leur santé à eux, et qui leur permettent aussi de vivre normalement, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les gens ne veulent plus travailler 80-90 heures par semaine comme ça pouvait se faire dans le passé. Et donc ça mène à des réflexions sur comment je produis, quel modèle économique je vais déployer, comment je vais le faire. Et donc on voit des modèles assez différents, avec parfois des recherches de chiffre d'affaires qui sont bien moindres, mais avec beaucoup plus de marge, parce qu'on est beaucoup moins dépendant de d'intrants ou de produits qu'on va acheter à l'extérieur. Et donc tout ça, je trouve ça hyper intéressant, et ça vient plutôt donc des producteurs. Mais de l'autre côté, c'est sûr que si les consommateurs ne comprennent pas que acheter un produit qui est bon, sain pour sa santé et bon pour l'environnement, ben il faut peut-être payer un petit peu plus cher. Euh, on a également un problème, parce que ben, ces gens qui produisent des aliments de manière plus vertueuse, ben, souvent ça va coûter un petit peu plus cher. Et donc là, la différence, elle peut venir soit des particuliers qui sont prêts à payer un petit peu plus cher, soit du régulateur aussi, ou d'éventuelles normes dans le futur qui vont faire que bah, tous les services écosystémiques positifs que vont rendre des agriculteurs qui font des choses de manière plus vertueuse, que ce soit sur la biodiversité, le carbone, l'eau, etc., bah, leur soient payés de façon à ce que bah, ces pratiques leur permettent d'être mieux rémunérés. J'ai l'impression que réinventer le modèle agricole, d'une part, ça nécessite de revenir à des pratiques qui se faisaient auparavant, donc des pratiques sur des exploitations plus petites, avec une pensée écosystémique, presque, que tu évoquais tout à l'heure, en circulaire. Et d'un autre côté, bah, tu peux pas non plus totalement réappliquer ce modèle-là, parce que c'était un mode de vie qui n'est absolument plus applicable ou plus désirable pour la majorité des personnes. À l'époque, avoir une ferme, bah, ça permettait d'être relativement autonome, mais du coup, on y passait sa vie. Et aujourd'hui, bah, c'est quand même pour beaucoup, j'ai l'impression, vu comme un travail engagé certes, mais un travail quand même. Et donc, peut-être que l'innovation dans l'agriculture du futur, elle est peut-être justement sur ce modèle de travail, et sur comment est-ce que tu fais pour arriver à trouver un modèle économique viable, euh, respectueux de l'environnement, et qui te garantit quand même un petit peu de temps libre à côté. Mm. Ouais, ben en fait c'est ça qui est un peu compliqué. Enfin, nous, ce qu'on prône, c'est pas un retour complet à ce qu'on faisait dans le passé, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a petites des petits hacks ou des petites idées qui permettent de transformer un modèle en un autre, qui va permettre de rapporter autant d'argent par heure travaillée, ou peut-être plus par heure travaillée, mais en travaillant différemment. Un des exemples, par exemple, de pratiques qui se développent de plus en plus, si je parle d'élevage et de production de lait,
il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à faire de la lactation plus longue. Ça veut dire plutôt que d'avoir une vache qui va donner du lait pendant quelques mois, et dès qu'on voit la production baisser, on arrête et puis on repart dans un nouveau cycle. Là, on va réfléchir à le faire sur une durée beaucoup plus longue, avec une production qui va être moindre sur la fin, mais une période d'inactivité, donc avec un cycle beaucoup plus long et une période d'inactivité plus courte. Et, en fait, ça rapporte moins de chiffre d'affaires typiquement, mais ça va permettre d'avoir des animaux qui vont avoir une durée de vie plus longue. Ça va permettre d'avoir euh, un impact également sur le carbone par litre de lait plus faible. Et donc ça, et puis il y a d'autres impacts également sur la bonne santé des animaux. Et donc voilà. Et donc ça, c'est des choses auxquelles les gens commencent à réfléchir. Et puis il y a pas mal d'études qui sont menées sur ces différentes façons de réfléchir la chose. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de gens qui testent plein de choses. Et donc aujourd'hui, on peut trouver des modèles différenciants et qui permettent de bien s'en sortir en essayant justement de réfléchir un peu plus globalement. Alors ça demande souvent, la vraie différence, c'est que ça demande plus de réflexion. Donc ça demande un peu de jus de cerveau. Ouais, ouais, c'est difficile enfin c'est totalement impossible même d'appliquer un modèle unique sur des dizaines de milliers d'exploitations avec des topologies totalement différentes. Et par rapport à ce que tu évoques, il y a une condition sine qua non à cette transition agricole, c'est le nombre d'agriculteurs. Sur une filière qui est pas forcément encore hyper désirable, notamment quand tu es jeune et que tu dois faire tes choix d'études, où tu as quand même cette pression de ton entourage, aller faire du général, aller faire des écoles de commerce, d'ingénieurs et compagnie, d'université. Comment est-ce qu'on rend l'agriculture désirable pour toi, pour les jeunes générations? Ouais, c'est un vaste sujet. D'abord, sur le côté positif de tout ça, c'est que les chiffres des dernières années montrent qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent sur des bacs pro agricoles et sur des BTS agricoles. Donc c'est intéressant de voir que les choses sont en train de changer et que le métier est en train de redevenir désirable. Après, il n'en reste pas que je suis d'accord avec toi. On a un fort besoin de renouvellement. Il n'y a pas assez de gens qui s'installent aujourd'hui. Pas assez de gens qui s'installent, certainement parce qu'il n'y a pas assez de vocations qui sont suscitées. Euh, et, et là-dessus, je pense que la première chose, c'est d'arriver à montrer que on peut gagner sa vie correctement en ne se tuant pas à la tâche. Et donc, je pense qu'il faut arriver à montrer que des modèles différents existent et sont en train de se développer. Et ça commence à se faire, on commence à voir des choses un petit peu gauche à droite, mais certainement que la communication autour de ces modèles n'est pas encore assez forte pour que ça suscite plus de vocations que ça n'en suscite aujourd'hui. Euh, Et c'est vrai que comme tu le disais, il y a un enjeu de déployer du jus de cerveau, d'inventer les exploitations qui correspondent parfaitement à la topographie des sols et aussi à la vision de l'agriculture portée par ceux qui s'installent. Peut-être que il y a cet enjeu aussi de faire passer l'image d'une agriculture plurielle où tu peux arriver à créer un modèle agricole, un type d'exploitation qui te ressemble. Et peut-être que c'est autour de cette image-là qu'on peut arriver à sensibiliser un nombre important de jeunes pour aller reprendre des exploitations. Sûrement. Après, je t'avoue que je suis un peu sec sur le sujet. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a je vois quelques belles initiatives d'associations qui essaient de mettre en avant ce métier. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore quand même beaucoup de travail pour arriver à ce que les gens se projettent dans ce métier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on en voit quand même de plus en plus. C'est alors souvent des personnes un peu plus âgées qui se rendent compte que leur job dans un bureau n'est pas forcément ce à quoi ils aspirent. Euh, et, euh, et donc on voit pas mal de reconversions. Et nous justement, c'est là qu'on essaye de travailler, c'est-à-dire que notre rôle pour l'instant, il n'est pas vraiment de susciter des vocations, mais il est de faire en sorte que les gens qui ont une vocation
arrivent à s'installer, parce que c'est le deuxième problème. C'est il faut susciter des vocations, et après il faut que les gens arrivent au bout de leur projet, et c'est souvent long, difficile, et il y a plein de gens qui n'arrivent pas finalement à s'installer malgré leur vocation. Et donc, en tout cas, nous, on essaye de travailler plutôt sur cette partie-là. Ok. Et c'est vrai qu'on est passé assez rapidement sur le fonctionnement de Ferme en Vie avec ce système de location longue durée. Donc, Ferme en Vie achète des fermes sur proposition donc de porteurs de projets. Et ensuite, donc, ils sont locataires longue durée jusqu'à un certain moment où ils deviennent propriétaires, ou alors c'est Ferme en Vie qui reste sur En, le. en fait, c'est eux qui ont la latitude de choisir, c'est-à-dire que nous, on signe un bail long terme avec ces porteurs de projets, et ils ont une option d'achat. Donc, s'ils veulent acheter, ils peuvent. S'ils veulent devenir propriétaires de leur terre et être voilà, à la fois exploitants et propriétaires, ils peuvent le faire. Et pour nous, c'était important de leur donner cette flexibilité, cette latitude, parce que s'ils veulent pas et qu'ils veulent rester locataires, on pense que, enfin, en tout cas, nous, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'on voit dans les gens qui s'installent beaucoup de gens qui ont cette velléité ou volonté à terme de pouvoir être propriétaires de leur propre ferme. Et donc, on pense que c'est important de répondre à ce besoin et cette envie. Ok. Donc aujourd'hui, Ferme en Vie a 2 ans, je crois. Ouais. Et donc sur ces 2 années, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, que tu t'attendais pas en lançant justement ce modèle-là? Moi là, je suis surpris tous les jours par la diversité des projets qu'on voit et qui nous sont proposés, parce on a des dizaines de porteurs de projets qui viennent nous voir tous les jours, qui nous présentent leurs projets, et, euh, et c'est vrai qu'il y en a pas deux pareils. Donc ça, je trouve ça super chouette en fait, parce que ça va à l'inverse de tout ce qui s'est passé pendant 50 à 60 ans post Seconde Guerre mondiale, où on a essayé de standardiser plein de choses. Ouais. Et donc là aujourd'hui, on voit une diversité, une variété dans les projets que je trouve hyper intéressante, parce que elle permet une meilleure résilience à la fois au niveau de la ferme, mais également d'un point de vue macro. Euh, et, euh, et donc ça, voilà, je pense que je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que c'est malgré tout une surprise, parce qu'on voit des choses très différentes sur des modèles, sur des façons de cultiver, sur plein de choses. Et voilà, je pense que c'est une des plus grosses surprises que j'ai pu voir sur ces 2 premières années. Et donc pour financer tout ça, donc tu fais finalement joue un petit peu un rôle d'intermédiaire et récolte l'épargne citoyenne. Donc ça c'est ouvert à tous, on peut tous investir dans Ferme en Vie et donc avoir une petite part, disons, d'une ferme quelque part. Exactement, ouais. Ouais, en fait, notre rôle, souvent on aime bien se dire qu'on est une sorte de tiers de confiance entre des gens qui nous confient leur argent parce qu'ils veulent faire quelque chose de positif et d'utile avec leur argent, et des agriculteurs qui ont besoin de cet argent pour pouvoir s'installer. Et donc, en effet, c'est ouvert on peut investir à partir de 500 euros. Aujourd'hui, on a collecté depuis le début autour de 8 millions d'euros, avec des gens qui ont mis entre 500 euros et 500 000. Donc il y a un peu le grand écart. On a tout type d'investisseurs entre ces deux montants-là, et on trouve que c'est bien à la fois d'avoir des investisseurs, alors des entre guillemets petits investisseurs, et puis des plus gros. On trouve que c'est bien d'avoir un petit peu ce mix, Mhm. parce que ça nous permet de toucher plus de gens, et donc d'avoir un peu plus d'impact en essayant d'avoir une collecte la plus importante possible. Ah, c'est vrai que c'est chouette parce que on a beaucoup évoqué là durant cet échange l'importance à la fois de la sensibilisation et puis d'un engagement un petit peu général, hein, qui va toucher les jeunes pour les sensibiliser à l'agriculture, le côté consommateur aussi. Et être consommateur, c'est aussi utiliser son argent. Il y a quelques semaines, je recevais aussi Village Vivant Ouais, qui porte un dispositif similaire, mais sur le côté commercial. Donc c'est vrai que c'est chouette. Et donc, il n'y a pas besoin de lever de fonds en plus. C'est en permanence ouvert sur ta plateforme où tout un chacun peut venir épargner au sein de Village Vivant. exactement. Ouais, ça marche un peu de la même façon que ce que fait Village Vivant. En fait, il y a un mouvement assez intéressant sur les foncières solidaires en ce moment.
parce que c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Il y avait des exemples comme Habitat et Humanisme ou Terre de Liens qui existent depuis 20 ans à peu près. Et là, depuis 2-3 ans, j'ai l'impression d'en voir des nouvelles tous les mois sur des sujets sociaux, solidaires, environnementaux. Et je trouve ça plutôt chouette. Et d'ailleurs, que ce soit Village Vivant, je crois que Village Vivant, ils ont aussi ce label de la finance solidaire. En tout cas, nous, on a un label de la finance solidaire qui s'appelle Finansol. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives intéressantes sur justement qui sont labellisées par Finansol. Et donc, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller voir ce que font, quels sont les autres produits d'épargne ou d'investissement qui sont proposés et labellisés, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et on le disait tout à l'heure, c'est intéressant de diversifier ses activités d'un point de vue agricole, mais de la même façon, pour un citoyen qui investit, c'est bien aussi d'épargner un petit peu de manière diversifiée. C'est aussi important. Ça permet de mitiger un petit peu ces risques. Vincent, on va bientôt arriver au bout de ce podcast. En général, j'aime bien terminer par demander quelques petits conseils de lecture ou de film ou de quoi que ce soit qui ont marqué un petit peu ta façon de voir les choses, qui t'ont permis de te développer et tu as senti, fait profondément évoluer. Ouais, je vais commencer par les 2 derniers trucs que j'ai bien aimés, alors qui m'ont marqué plutôt récemment. J'ai lu un bouquin sur les sols que j'ai trouvé génial, qui est écrit par Marc-André Sellos, qui s'appelle L'origine du monde. Et c'est le dernier bouquin que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment chouette, qui explique un petit peu comment sont faits les sols, qu'est-ce qu'on retrouve dans les sols et, euh, et quel est l'impact de certaines pratiques agricoles ou forestières sur les sols. Et j'ai trouvé ça génial et c'est hyper bien écrit, hyper facile à lire. Et donc ça, voilà, c'est un bouquin à lire en ce moment. Et si je reste sur l'agricole, alors c'est pas un film, mais c'est une série de documentaires qui est passée il y a quelques mois ou il y a un an sur Arte, je crois, qui s'appelle Roots. Il y en a 5. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans ces documentaires, c'est que ça fait prendre conscience un petit peu des enjeux du monde agricole, de la difficulté de développer des modèles vertueux, des différentes pistes engagées par chacun. Et, et j'ai bien aimé parce que c'était pas manichéen comme on peut le voir sur certains types de documentaires, etc. ou de films. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça s'appelle Roots et je pense que je crois que ça peut se retrouver sur YouTube gratuitement. Et sinon, si je remonte plus en arrière, un peu là plus, moi c'était dans je pense ce qui a déclenché un petit peu ma transition et en tout cas ma volonté d'agir, c'est ces 2 livres que j'avais lus il y a un petit moment maintenant, qui sont Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Et je sais plus comment s'appelle son collègue avec qui il a écrit ça. Et un autre bouquin de Philippe Biwix qui s'appelle L'âge des low-tech. Voilà, c'est des classiques que beaucoup de gens connaissent, mais c'est des bouquins en tout cas qui m'ont marqué il y a quelques années quand je les ai lus. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Et puis je te dis à très bientôt. Puis hâte de suivre la suite des aventures de Fève. Ça marche. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.